j'ai rien compris. Je pars de la station d'Antelupt, il est 21h, ouais, je parle au smartphone. Ah, bon, qu'est-ce que tu disais? Moi, qu'est-ce qu'il y a Je avec parle le au smartphone, quoi. Tu parles trop vite et puis Mais tu oui, cries. mais alors. oui, mais quoi, je crie pas. Mais parle pas si vite. Je crie pas, quoi. Mais tu parles trop Mais je vite. parle pas trop vite. Oh. Mais si, ça parle trop vite. Mais Pour non, moi, je c'est parle trop pas vite. trop vite. Pour moi, c'est trop vite. Non, je parle pas trop vite. Qu'est-ce que tu fais? Je te dis là, je viens de m'installer devant la télé. Ouais. Voilà, c'est tout. Ouais. Tu vas voir, je vais encore m'endormir. Ouais, t'es allé chez Michel? J'étais la chercher là, à Marlenem. Ah ouais. Elle était à Molsheim aujourd'hui. Elle était à Molsheim aujourd'hui. Elle était à Molsheim aujourd'hui. Mais tu réponds pas. Mais j'écoute pas, j'ai dit que j'ai pas compris, mais arrête de t'énerver. J'ai dit, elle était à Molsheim aujourd'hui. Ah, pas à Molsheim, à Marlenem. Ah bon? Ah oui, c'est à Marlenem qu'elle va. Ah ouais. Ouais, t'es pas à côté du bureau de tabac, là, dans la petite rue qui monte. Ah ouais. Ouais. Oh, elle a l'air d'aimer ça, hein. Ouais, Alors, voilà, demain aussi, je vais la chercher. ouais. Vous avez l'air bien méchant de ça. Non, mais pas du tout. Mais qu'est-ce que tu racontes? Cuit. Oh là là, tu peux pas parler. Demain, vous allez peut-être avoir de la pluie, hein. Ah bon? Ah, bah oui, dans la région de Paris. La tempête, elle arrive demain en Bretagne. Ah, il y a une tempête? Bah, oui, une petite tempête, oui. Irine, elle s'appelle. Alors, elle monte vers l'Islande, mais il y aura des très grosses vagues en Bretagne, mais vers Paris, on sentira un peu le mauvais temps, quoi. Ah ouais. Voilà. Bon, Bon, à tout à l'heure. à tout à l'heure. Allô? Tu regardes quoi comme film? Comment? Tu regardes quoi comme film? Ouais, oui, je regarde dans une temps. Ah ouais. On va pas regarder la météo, là. Demain, tu as 24 degrés l'après-midi. Ouais. Mais tu n'auras pas de tellement mauvais temps. Tu auras moins de beau temps, mais moins mauvais temps. Et nous, on aura 31 ici. Alors, mercredi, tu as du beau temps à Paris? Ah ouais? Ah oui, je comprends pas. En Bretagne, c'est moi. Mais à Paris, mais par contre, dans l'Est, c'est pas tellement beau. Hein. Ouais. Mercredi, alors jeudi, il fait mauvais en Alsace. Vendredi, il sera beau. Ouais. En Alsace. Voilà. Il y aura de la pluie. On peut voir aussi moche qu'ils l'ont dit, quoi. Ouais. Bon, Bon, au revoir. au revoir.
Appelez Hélène. Appelez Hélène. Hélène. informations. Voilà. Je lance les actualités. Donald Trump a décidé d'envoyer 3 navires de guerre au large du Venezuela alors que les États-Unis offrent déjà une prime de 50 millions de dollars pour toute information permettant l'arrestation du président vénézuélien Nicolás Maduro. Mais alors que se passe-t-il entre les États-Unis et le Venezuela et jusqu'où cela pourrait aller? Salut, c'est Samy, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une de ces actus du jour. 3 destroyers lance-missiles se dirigent vers les eaux au large du Venezuela, c'est ce qu'a déclaré ce mercredi un membre de l'administration américaine à l'AFP. Le Venezuela, c'est un pays de plus de 28 millions d'habitants qui se situe tout au nord de l'Amérique du Sud et qui est bordé au nord justement par la mer des Caraïbes. Et en plus de ces destroyers, selon plusieurs médias américains, l'administration Trump prévoit également d'envoyer 4000 Marines, donc des militaires américains, dans la région des Caraïbes pour faire pression sur la région et donc notamment sur le Venezuela. Et si vous suivez nos formats, vous savez que ces pressions du gouvernement américain ne sont pas les premières. Les États-Unis avaient déjà promis le 9 août dernier qu'ils comptaient offrir une prime de 50 millions de dollars pour toute information conduisant à l'interpellation de Nicolás Maduro, le président du Venezuela. Mais alors pourquoi les États-Unis cherchent à arrêter Maduro? Eh bien Nicolás Maduro est accusé par la justice américaine de trafic de drogue
drogue et de corruption. Selon elle, il serait derrière un cartel qui aurait envoyé des centaines de tonnes de drogue aux États-Unis. La ministre de la Justice des États-Unis accuse notamment le président du Venezuela de représenter, je cite, une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. Très concrètement, la justice américaine l'accuse aussi d'avoir collaboré avec des gangs criminels vénézuéliens comme Tren de Aragua et le cartel mexicain Sinaloa. Selon CNN, qui cite un responsable américain, le déploiement de ces forces américaines aurait donc pour but, je cite, de faire face aux menaces pour la sécurité nationale des États-Unis qui proviennent d'organisations narco-terroristes spécialement désignées dans la région. Toujours selon ce responsable, Donald Trump envisagerait également des frappes contre les sites de production et les moyens de transport des cartels, mais il affirme cependant qu'il ne s'agit pour le moment que d'une démonstration de force plus que d'une véritable volonté d'utiliser les armes. Sur ce point, la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, qui a été interrogée mardi sur un éventuel déploiement de troupes au Venezuela, a affirmé, je cite, que Donald Trump était prêt à utiliser tous les moyens dont dispose l'Amérique pour empêcher l'afflux de drogue dans le pays. Du côté du Venezuela, le gouvernement a rejeté les accusations de Washington concernant le trafic de drogue et dénonce aussi régulièrement le fait que les États-Unis s'immiscent dans les affaires de leur pays. Nicolas Maduro a lui qualifié de pathétique et de grossière opération de propagande politique la nouvelle prime américaine pour l'arrêter, et en réaction aux pressions américaines, il a annoncé ce lundi le déploiement de 4,5 millions de miliciens dans tout le pays pour garantir la sécurité du territoire. Ces miliciens sont pour la plupart des civils volontaires et armés et des réservistes qui obéissent tous au commandement de l'armée. Mais au-delà de toutes ces accusations de trafic de drogue et de cette importante montée des tensions, il faut savoir que cette crise entre les États-Unis et le Venezuela s'étend depuis maintenant plusieurs mois et avait même déjà commencé sous le gouvernement de Joe Biden, l'ancien président des États-Unis. L'un des derniers points majeurs de ces tensions remonte notamment à la réélection de Nicolas Maduro qui a eu lieu en juillet 2024 et qui est vivement contestée par les États-Unis mais aussi par l'Union européenne et plusieurs ONG comme Human Rights Watch. Le scrutin est critiqué pour son opacité, son manque de transparence et par le fait qu'il a aussi été organisé par une instance proche du pouvoir qui aurait donc pu jouer en faveur de l'actuel président Nicolas Maduro. Si le président vénézuélien a reçu le soutien de la Russie et de la Chine, l'Union européenne a déclaré qu'elle ne reconnaissait pas la légitimité démocratique de Nicolas Maduro. Selon les États-Unis, il a même perdu l'élection présidentielle de 2024 et n'a pas le droit de prétendre à la présidence. L'opposition dans son propre pays, qui revendique la victoire à la présidentielle, qualifie également son élection de coup d'État. Son opposant à la présidentielle, Edmundo González Urrutia, qui est considéré par l'opposition comme le président légitime du Venezuela, a aussi dû quitter le pays après les élections. Il est actuellement réfugié en Espagne, où il a obtenu l'asile politique pour fuir un mandat d'arrêt émis contre lui par la justice vénézuélienne pour des crimes graves qui seraient en lien avec le terrorisme. La victoire de Nicolas Maduro avait également entraîné de vives réactions dans le pays, avec d'importantes protestations et des affrontements avec les forces de l'ordre qui ont fait au moins 28 morts et près de 200 blessés. Au total, plus de 2000 personnes ont été arrêtées suite à sa réélection pour avoir manifesté, soutenu l'opposition ou critiqué le gouvernement, selon des groupes de défense des droits de l'homme comme Human Rights Watch. La Cour pénale internationale avait d'ailleurs déjà ouvert une enquête en 2021 concernant des possibles crimes contre l'humanité du gouvernement Maduro, en lien justement avec sa répression de l'opposition. Ça concerne notamment des détentions arbitraires, des actes de torture, des viols ou encore des violences sexuelles et des persécutions pour des motifs politiques commis depuis 2017 par les autorités civiles, les forces armées et certains individus pro-gouvernementaux. Et même si le Venezuela collabore avec la CPI sur ce sujet, aucun suspect n'a encore été identifié. Et rapidement, pour finir, il existe aussi un autre point de tension entre les États-Unis et le Venezuela. Il s'agit de la politique américaine de renvoi de migrants. Depuis la réélection de Donald Trump, les expulsions de migrants vénézuéliens et d'autres nationalités originaires d'Amérique latine se sont renforcées pour réduire le flux migratoire vers les États-Unis, mais ça suscite de vives critiques humanitaires. Sur ce point, le gouvernement vénézuélien a assuré ce mardi que 66 enfants vénézuéliens étaient, je cite, toujours kidnappés aux États-Unis après avoir été séparés de leurs parents lors du processus d'expulsion vers le Venezuela. Le Venezuela exige notamment que les États-Unis remettent les enfants aux autorités vénézuéliennes pour leur retour au pays avec leur famille. À noter que le Venezuela traverse aussi une lourde crise économique, ce qui pousse beaucoup de Vénézuéliens à fuir le pays. En tout cas, vous l'aurez compris, on se retrouve ici face à un véritable bras de fer entre les pays. On suivra évidemment comment tout ça évolue et en attendant, je vous laisse avec Julie pour les actualités en bref. Merci Samy et bonjour à tous. On commence avec cette actu. C'est officiel. Après des mois de mise en garde, l'ONU a déclaré l'état de famine à Gaza. Cette annonce concerne plus précisément le gouvernorat de Gaza, une des régions de l'enclave palestinienne. Au total, 500 000 personnes se trouvent actuellement dans un état catastrophique selon les experts cités par l'ONU. Et d'ici fin septembre, l'état de famine devrait même s'étendre à d'autres zones de la bande de Gaza selon l'ONU, portant ainsi le nombre de personnes concernées à 641 000. L'ONU affirme, je cite, que cette situation aurait pu être évitée et pointe du doigt les actions du gouvernement israélien, en particulier les restrictions sur l'entrée et la distribution de l'aide humanitaire et d'autres biens nécessaires
si le Hamas n'acceptait pas un accord de paix dans les conditions voulues par Israël, c'est-à-dire notamment la libération de tous les otages et le désarmement du Hamas. On suivra tout ça sur la chaîne. Deuxième actu, l'autopsie réalisée sur le corps du streamer Jean-Paul Manov a révélé ce jeudi que les causes probables du décès apparaissent d'origine médicale et ou toxicologique. Concrètement, cela signifie qu'il s'agit soit d'un problème de santé comme une maladie ou un arrêt cardiaque par exemple, soit à l'exposition à des substances comme des médicaments ou de l'alcool. Les médecins considèrent que le décès n'a donc pas une origine traumatique et n'est pas en lien avec l'intervention d'un tiers, selon le procureur de la République de Nice. Il relève toutefois la présence de quelques ecchymoses et lésions cicatrisées, plus particulièrement sur les membres inférieurs. Pour rappel, Jean-Paul Manov est décédé ce lundi lors d'un live sur la plateforme Kik. Il subissait depuis plusieurs mois des violences physiques et psychologiques en live. Naruto, l'un des deux streamers accusés de maltraitance contre Jean-Paul Manov, a exprimé, je cite, une forme de soulagement suite au résultat de l'autopsie. Selon les déclarations de son avocat, celui-ci a également affirmé auprès du Parisien que les scènes de violence diffusées en direct étaient essentiellement simulées. Une enquête menée par le parquet de Nice est toujours en cours et des analyses complémentaires devraient également être réalisées. Troisième actu, 150 enfants israéliens âgés de 8 à 16 ans se sont vus refuser l'accès au parc de loisirs Tir au vol situé à Port-et-Puymorens dans les Pyrénées-Orientales. Selon la justice, une réservation avait été faite de longue date dans ce parc de parcours de tyrolienne, mais arrivé sur place, l'accès leur a été refusé par le dirigeant de l'établissement. Âgé de 52 ans et inconnu de la justice, le gérant a justifié avoir agi en fonction, je cite, de ses convictions personnelles. Il a été placé en garde à vue ce jeudi pour discrimination fondée sur la religion dans le cadre de l'offre de la fourniture d'un bien ou d'un service selon le parquet de Perpignan. En France, ce type de délit est puni d'une peine maximale de 3 ans d'emprisonnement. Le groupe de vacanciers a donc dû être redirigé vers un autre site de loisirs en France. L'Observatoire juif de France a de son côté exprimé une vive indignation dans un communiqué. Une enquête a été ouverte. Quatrième actu, le mur situé à la frontière entre les États-Unis et le Mexique va être repeint en noir, comme l'a demandé Donald Trump, pour empêcher les migrants de l'escalader. En fait, la couleur noire absorbe beaucoup plus la chaleur du soleil que n'importe quelle autre couleur. Conséquence, le mur qui est exposé toute la journée en plein soleil deviendrait brûlant et donc très difficile à escalader à main nue. L'objectif ici est de décourager les personnes qui souhaitent rentrer illégalement aux États-Unis. Lors de son premier mandat en 2017 et depuis son retour à la présidence en janvier, Donald Trump a affiché à plusieurs reprises sa volonté de renforcer le mur afin de contrôler l'immigration illégale et selon lui lutter contre le trafic de drogue. D'après la secrétaire à la sécurité intérieure des États-Unis, Christine Noem, 800 mètres de murs sont construits tous les jours le long de la frontière qui mesure environ 3000 km au total. Cinquième actu, c'est du jamais vu. Plus d'1 million d'hectares ont déjà brûlé dans les pays de l'Union européenne en 2025 selon les données du système européen d'information sur les feux de forêt qui collecte ces informations depuis 2006. Jusqu'ici, le record était d'environ 988 000 hectares brûlés en 2017 et ce jeudi à midi, il a dépassé donc les 1 15 000 hectares, soit quasi autant que la superficie de la Corse et de la Guadeloupe réunies. L'Espagne est de loin le pays de l'Union européenne le plus touché par les incendies avec plus de 400 000 hectares brûlés, suivi du Portugal avec près de 274 000 hectares et de la Roumanie avec 126 000 hectares. En France, on compte 35 600 hectares de forêt qui ont été réduits en cendres, notamment dans l'Aude avec l'incendie survenu début août. À noter que ces incendies sont amenés à se répéter et à s'intensifier avec les années à cause du changement climatique. Pour finir, je voulais évoquer avec vous un sujet qui nous a été beaucoup demandé en commentaire. Je parle du projet de règlement européen Child Control, de son vrai nom Child Sexual Abuse Material. Alors ce projet, s'il est accepté par les pays de l'Union européenne, a pour but de lutter contre la diffusion de contenus pédopornographiques à l'échelle de l'Union européenne, en filtrant notamment les contenus sur internet pour détecter les images illicites. Mais ce texte, il a pas mal fait débat, notamment car il suggère de scanner les contenus partagés via des applications de messagerie, même celles qui sont cryptées comme Signal ou WhatsApp. Certains utilisateurs s'inquiètent pour leur vie privée et les applications comme Signal dénoncent un risque d'introduire une vulnérabilité qui pourrait être exploitée par des pirates informatiques. Pour l'instant, le texte est encore en évaluation, c'est-à-dire qu'il peut encore être modifié. Les membres de l'Union européenne ont jusqu'au 12 septembre pour finaliser leurs évaluations et un débat devrait se dérouler en octobre avant un vote final fin 2025 voire début 2026. Pour être adoptée, elle aura besoin du soutien d'au moins 15 des États membres représentant au moins 65% de la population. On en reparlera d'ici là. Merci Julie pour ces actualités en bref, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore de nous suivre sur nos comptes, que ce soit sur YouTube, TikTok, Instagram ou encore en newsletter. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à demain.
à assistant Google. Je ne suis pas l'assistant Google. Pour l'activer, vous pouvez dire « Hey Google » ou appuyer longuement sur le bouton d'accueil de votre téléphone. Écoutez les actualités. Écoutez les actualités. Écoutez les actualités. Hey Google. Écoutez les actualités. Vous pouvez écouter les actualités en direct sur ces chaînes de radio et de télévision françaises. France Info, France 24, RMC, BFM Business, France Inter, YouTube video views will be stored in your... Ça veut dire, c'est pas tout le sondage, 84% de gens contre, et vous m'avez mis 4-5 personnes qui sont pour. Il y a un rapport, je vous l'ai dit, il y a un majoritaire de gens qui sont totalement contre, même supprimer un jour férié. Enfin, faut être clair, quand même, c'est sûr que c'est une arnaque. Alors, on va juste avancer un petit peu sur les conséquences politiques de ce qu'a annoncé, de ce que risque François Bayrou. Écoutez, d'abord, on va écouter ce reportage diffusé dans notre journal de 20h aujourd'hui de Julien Cholin sur les réactions politiques à ce qu'annonce le Premier ministre et ce qui peut annoncer. C'est sur un ton grave. Notre pays est en danger parce que nous sommes au risque du surendettement. Puis quelques minutes plus tard, le Premier ministre fait une annonce inattendue. J'ai demandé au président de la République, il a accepté de convoquer le Parlement en session extraordinaire le lundi 8 septembre, dans 15 jours. J'engagerai ce jour-là la responsabilité du gouvernement. Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie sur Couvent M4. Septembre, François Bayrou jouera le tout pour le tout 2 jours plus tôt, le 8. Aux députés de prendre leurs responsabilités, valider son plan à 44 milliards d'euros d'économie ou précipiter, dit-il, le pays dans une crise politique. Message bien reçu et réponse immédiate de la France insoumise. Il n'y aura pas de majorité pour lui, prévient Jean-Luc Mélenchon. Même son de cloche au RN qui votera contre la confiance à François Bayrou. Il a fait le choix de s'entêter, il a fait le choix de dire qu'il ne voulait pas changer de cap, pas négocier, pas débattre. Voilà, c'est son choix, c'est sa responsabilité, mais c'est aussi notre responsabilité de dire qu'il n'a pas la confiance des Français. Alors les regards se tournent vers les députés socialistes comme Arthur Delaporte. Vous avez appris la nouvelle ? Du coup, on va avoir une session. Au rond-point, prendre Couvent. Eux seuls peuvent encore sauver le gouvernement Bayrou. Lui, en tout cas, ne s'attend Continuer sur N4 pendant 36 km. du Premier ministre. On est un peu sidéré. C'est lui qui est en train de créer les conditions de son départ. Il cherche à partir avec panache. Et le problème, c'est qu'il donne l'impression, lui, de ne voir que sa solution ou le chaos. Nous, en fait, évidemment, qu'on prendra nos responsabilités et qu'en l'état, il ne nous donne pas envie de le laisser continuer à être à Matignon. Contactés, plusieurs députés socialistes estiment que si François Bayrou maintenait son budget actuel, il n'aurait d'autre choix que de voter contre la confiance. Nathalie Saint-Cric, partir avec panache. Bon, on n'est pas là pour faire de la politique fiction, mais quand même, avec ce que vous nous avez dit sur ce plateau, ça s'annonce pas très bien pour dans 2 semaines. Donc ça veut dire quoi là maintenant? Les conséquences, c'est quoi? C'est allé très très vite. On aurait pu se dire que la tentative de François Bayrou aurait pu éventuellement, il aurait pu y avoir un petit suspense si le RN n'avait pas tout de suite dégainé en disant on va pas le soutenir. Non seulement on va pas le soutenir, parce que c'est ce qu'a dit Jordan Bardella dans un premier temps, il a dit on va pas le soutenir, et après Marine Le Pen a tweeté en disant on va voter contre.
Parce que je vous rappelle que dans ces votes-là, il suffit d'avoir une voix, enfin, je ne vais pas vous refaire du droit constitutionnel, mais en gros, c'est quand même extrêmement risqué. C'est pas comme la motion de censure où il faut une majorité plus simple du nombre des inscrits. Donc, on aurait pu se dire que ça aurait pu traînasser un peu du côté des socialistes, comme on voit Arthur Delaporte, traîner un peu, du côté du RN, traîner éventuellement un peu du côté d'Éric Ciotti. C'est jamais que 25 personnes, mais du genre, quand même, on risque de mettre la France dans une situation compliquée. Ah oui, 2 jours avant la grève générale, demander, ça va être compliqué si on n'a pas de Premier ministre et si la France donne l'impression de ne pas être gouvernée. Et pas du tout. En fait, vous avez eu un effet pas un effet domino, mais on a eu la prise de position des écologistes. LFI, on le savait, de toute façon, ils ont décidé de faire partir François Bayrou et Emmanuel Macron. Donc ça, c'est pas non plus une surprise. Mais sur l'attitude des socialistes, il aurait pu y avoir une petite ouverture qui est du genre on va pas censurer pour censurer. Mais ça n'a pas marché. Mais mécaniquement, Nathalie, rapidement, parce que je vais redonner la parole à nos 2 autres invités, mécaniquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si François Bayrou tombe le 8 septembre, c'est pas s'il tombe. C'est bis repetita avec Emmanuel Macron qui nomme peut-être un Sébastien Lecornu, ou là carrément, je sais pas, le Rassemblement National ou la gauche. C'est pour ça qu'on dira de nouveau un autre problème. Il n'y a pas de majorité. Donc pour qu'il y ait une majorité, il faut soit qu'il y ait une dissolution avec à la sortie. Or, Emmanuel Macron pour l'instant a dit qu'il ne souhaitait pas le faire. Tant qu'il n'y a pas de majorité, on peut rebricoler des choses en mettant LFI plus le PS, sauf qu'ils ne sont pas d'accord, rajouter les PC et les Insoumis, sauf que tout le monde n'est pas d'accord, que la droite n'est pas elle-même d'accord, enfin LR, la droite de gouvernement, dirons-nous, ce soir n'est pas d'accord forcément avec le bloc ça. Quand vous n'avez pas de majorité, vous n'avez pas de gens qui se mettent d'accord. La seule chose que vous pouvez espérer, c'est que les gens considèrent que c'est trop dangereux de se faire dissoudre et d'aller se représenter dans les électeurs. Et dans ce cas-là, qu'ils soient très prudents. Nathalie, vous restez avec nous de toute façon dans la demi-heure qui vient. Denis Gravouille, d'un mot, vous y croyez un gouvernement de gauche plus Voilà, c'est un changement de politique. Ce qu'on voit là, que ce soit sur les jours fériés ou sur autre chose, c'est qu'il y en a ras-le-bol. Mais vous y croyez le 8 septembre ou le 10 septembre peut arriver un gouvernement de gauche? Les arrangements politiques et les éléments, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une attente d'un changement de politique sociale, et ça, c'est le plus important. Michel Remy, vous, votre, je vais pas dire votre pronostic. Radar fixe à 500 mètres. Instabilité pareil qui est non, je pense qu'il y aura encore une période d'instabilité parce que aucun parti ou aucune coalition pourra avoir la majorité. Radar fixe à 300 mètres. Durée qui va encore transpirer sur la situation économique qui est déjà pas forcément très réjouissante. Merci à tous les 3. Radar fixe à 100 mètres. Tous ensemble pour évidemment aborder les mesures et les annonces de François Bayrou d'ici au 8 septembre. Tout de suite 21h30, le rappel de l'actualité avec Jordan Klein. Le gouvernement Bayrou vit-il ses derniers jours? Le Premier ministre a annoncé qu'il allait solliciter un vote de confiance le 8 septembre à l'Assemblée nationale, vote qui peut entraîner la démission de l'exécutif. Et déjà, les regards se tournent vers les intentions de chaque parti. Le RN et les Insoumis ont annoncé qu'ils ne donneront pas leur confiance au Premier ministre. Même tonalité pour les Verts. On écoute Sandrine Rousseau, elle était notre invitée. Non, je n'accorderai pas ma confiance à François Bayrou. Je voterai même contre cette confiance. J'appelle toute la gauche évidemment à voter contre cette confiance. J'appelle le Parti Socialiste à voter contre cette confiance parce que depuis plusieurs mois, nous avons vu les attaques sur le système social, nous avons vu les attaques sur l'écologie, nous avons vu l'idéologie qui était portée par ce gouvernement et les politiques publiques qu'il mettait en place. Et en fait, nous sommes radicalement opposés à cela. Dans le Tarn-et-Garonne, une femme de 76 ans a été interpellée et présentée à la justice de Montauban. Elle est soupçonnée d'être l'auteur de 13 incendies d'origine criminelle, dont 5 cet été. Elle déclare avoir agi par frustration à l'égard de personnes de la commune de Castelmayran, d'où elle est originaire. Elle a été déférée et placée sous contrôle judiciaire jusqu'à demain, date de sa comparution immédiate. 656, c'est le nombre d'actes antisémites recensés en France entre janvier et juin 2025. C'est une baisse de 27,5% par rapport à la même période l'année dernière. Des chiffres toutefois en nette baisse, des chiffres toutefois nettement au-dessus de ceux de 2023, soit avant le 7 octobre. À Gaza, 5 journalistes ont été tués dans des frappes israéliennes sur un hôpital près de Khan Younes. Plusieurs réactions, d'abord celle de Benyamin Netanyahou qui déplore un accident tragique. Emmanuel Macron lui dénonce une frappe intolérable. Réaction également de l'ONU qui appelle à protéger les journalistes et les hôpitaux. De son côté, l'armée israélienne a annoncé l'ouverture d'une enquête. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, on se retrouve dans 30 minutes.
Merci Jordan, et on poursuit ce débat pour ceux qui nous rejoignent sur les annonces de François Bayrou aujourd'hui. François Bayrou qui se soumettra donc au vote de confiance du Parlement dans 2 semaines très exactement. C'est 2 jours avant la journée qui était annoncée comme une grande journée de blocage le 10 septembre. Alors est-ce que c'est une stratégie pour couper l'herbe sous le pied de ceux qui justement voulaient bloquer tout le pays? Ça ramène aussi des souvenirs, évidemment des souvenirs d'il y a 7 ans, ceux des Gilets jaunes. Pour en parler sur ce plateau, toujours Nathalie Saint-Cric qui est toujours avec nous, visage bien connu de nos téléspectateurs et éditorialiste politique à France Télévisions. François Boulot, bonsoir, vous êtes ancien avocat et vous êtes aussi une figure des Gilets jaunes, justement on va en parler. Et à vos côtés Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail. Alors justement, on aime dans cette émission aller un petit peu dans le rétroviseur. On va retourner justement en 2018, regardez une petite minute de ce qui se passait. C'était automne 2018, le début d'un mouvement que la classe politique n'avait pas vu venir, les Gilets jaunes justement. Un extrait d'un sujet de Sophie Neumayer et on en discute juste après. Les plus violents s'en sont pris directement aux forces de l'ordre, comme ici, ces ultras qui frappent un policier à terre. Ses collègues se précipitent pour lui porter secours. Son casque n'a pas résisté à la violence des coups. Une scène qui s'est répétée plusieurs fois au cours de cette journée chaotique sur les Champs-Élysées. 1500 casseurs ont été dénombrés par les autorités. Ils ont méthodiquement saccagé ou brûlé de nombreux magasins sur l'avenue. Les commerçants avaient pourtant barricadé les vitrines, des protections qui n'ont pas résisté longtemps. Symbole de richesse, le restaurant Le Fouquet's a été en grande partie incendié après avoir été mis à sac. Alors on se rappelle de ces images, François Boulot, justement, vous avez fait partie de ce mouvement, vous l'avez avec d'autres incarné. Est-ce que vous-même, encore une fois, les Gilets jaunes, c'était quelque chose qui n'était pas préparé? Replongez-nous dans ces années-là, 2018, il y a 7 ans, c'était parti d'où? On va en parler tout à l'heure d'où c'était parti, mais quel était votre état d'esprit? Comment vous avez raccroché ce mouvement? Moi, à l'époque, je l'avais dit, j'étais convaincu qu'Emmanuel Macron, il échouerait, qu'il était déjà haï par une partie du pays au moment même de son élection, qu'il avait affiché un mépris de classe qui était assez net, très rapidement durant son mandat. Et donc, je disais avec d'autres qu'à mon avis, la France serait dans la rue très rapidement. Bon, c'est arrivé au bout d'1 an et demi. Et effectivement, c'était la taxe sur le carburant qui avait été l'étincelle qui avait mis le feu aux poudres. Mais l'expression consacrée à l'époque, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est-à-dire qu'en fait, les gens déjà à l'époque disaient mais nous on n'en peut plus, déjà notre niveau de vie baisse, ou en tout cas on est au bord du déclassement, on n'arrive plus à remplir les frigos, à finir les fins de mois, et je veux dire la situation là elle a fait que se dégrader en fait pour ces gens-là. Il y a même d'autres gens qui petit à petit, si vous voulez, sont touchés par le déclin du niveau de vie. Finalement c'est pas très étonnant puisqu'on n'a pas apporté de réponse aux Gilets jaunes à l'époque. C'est pas étonnant que quelques années plus tard on se retrouve avec un mouvement dont on ne sait pas s'il sera plus puissant, moins puissant, etc. Pour l'instant on ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas dans l'état d'esprit, oui, il y a des traits communs aux Gilets jaunes. Bernard Vivier, sur ce qui vient d'être dit, voilà, on est 7 ans après, il y a eu certaines réponses tentées d'être apportées à ce mouvement par le gouvernement, mais le constat vient d'être fait. Toujours des problèmes de pouvoir d'achat. Oui, besoin de pouvoir d'achat, c'était 2018-2019, c'est resté. Besoin d'être considéré, besoin de ne pas se sentir isolé, besoin, un livre d'une des figures du Gilet jaune, Ingrid Levavasseur, une très belle figure des Gilets jaunes, qui a écrit un livre « Rester digne », la question de la dignité. Et tout ça, aujourd'hui, est encore là. Ce que nous voyons par contre aujourd'hui, que l'on n'avait pas vu en 2018-2019, c'est l'évidente récupération et bordélisation de ces mouvements, de ces inquiétudes, de cette lourdeur sociale par des partis politiques à courte vue qui n'ont comme vue que de déstabiliser un Premier ministre qui fait un constat très clair. On va dans le mur, on est au bord du précipice, et si nous ne prenons pas nous des décisions, nos banquiers nous exigeront de nous des mesures terriblement drastiques. L'histoire européenne est là pour nous l'indiquer. Oui, sur notre plateau, il y a quelques semaines, on parlait de la Grèce. Je disais, bon, je sais qu'on ne peut pas comparer la France à la Grèce. Et un de nos intervenants disait, si. La France peut terminer comme la Grèce, sous le contrôle du FMI. Vous y croyez à ça? Oui, bien sûr. La démonstration du professeur Bayrou, le 15 juillet, encore cet après-midi, dans sa conférence de presse, elle est limpide, elle est claire. La grande difficulté, c'est qu'il n'a pas de majorité politique, il est voué, a priori, à aller dans le mur.
par rapport à des formations politiques qui, à la différence d'autres pays européens, n'ont pas cette conscience que, en effet, nous allons dans le mur si nous ne prenons pas des mesures importantes. Les mesures 40-45 milliards, c'est même pas suffisant, puisque si on fait 40-45 milliards d'économies, on continuera à payer de la dette. Et là, les chiffres du Premier ministre sont éloquents. Nathalie Saint-Cric, sur les gilets jaunes il y a 7 ans, et on va repartir aux origines des gilets jaunes, on va aller voir Leslie Cadiou dans une minute, mais depuis 7 ans, les gouvernements successifs n'ont pas tiré enseignement de ces gilets jaunes ou... Insuffisamment évidemment, c'est-à-dire qu'on a laissé entendre que le pouvoir d'achat progressait, ça n'a pas été le cas. Alors après, je ne vais pas vous refaire la liste de toutes les explications qui peuvent justifier qu'on ait dépensé trop, qu'on n'ait pas augmenté le pouvoir d'achat, que ce ne soit pas passé correctement, je ne vais pas vous faire le coup du Covid, de la crise financière, de la guerre, enfin bon, voilà, ça, il n'y a pas de problème. Qu'il y ait eu un manque de considération, ça me semble, enfin, un problème, comme on dit, de respiration démocratique. C'est-à-dire que les gens ont l'impression qu'on sait exactement qui a eu l'impression qu'il y avait des gouvernants d'un côté et qui regardaient la France d'en bas, si j'ose dire, en ne comprenant pas ce qui se passe. Ça aussi, c'est des choses qu'on a vues. On a vu la cote de popularité d'Emmanuel Macron tomber. On a cru certains, avec le discours de vérité de François Bayrou, qu'il y a quelque chose qui est relativement non... Enfin, on peut pas être d'accord sur les solutions. Et c'est ça qu'il a essayé de découpler aujourd'hui, c'est de dire, au moins, dites-moi d'accord. Et il leur a même dit, je ne peux plus supporter d'entendre qu'il n'y a pas de problème. Ça, c'était un truc, quelque chose, qui était dirigé à la LFI, au Rassemblement National et même à certains socialistes. Et de cette façon-là, ils se disaient, ils vont quand même pas oser ne pas être d'accord sur le diagnostic et se laisser un peu de mou pour, dans les 15 jours après, négocier les modalités. Mais c'est un piège ou c'est une astuce dans laquelle les oppositions n'ont pas voulu tomber en disant mais attends, c'est pas... Ok, d'accord. Est-ce que vous êtes au moins d'accord? Mais oui, mais comme ça, bien sûr. Et la vérité, c'est que le constat, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, on peut le présenter différemment, mais l'assurance, la sécurité sociale, on peut le présenter comme on veut. Il y a des économies, on peut décider qu'il faut faire payer plus les riches, les hauts patrimoines, les revenus. On peut décider tout ce qu'on veut, mais les oppositions n'ont pas voulu donner cette espèce de quitus en se disant bon, bah, écoutez, ça fait 6 semaines qu'on négocie, ça se passe pas bien avec les syndicats, ça se passe pas bien avec les oppositions. Pourquoi François Bayrou serait-il différent maintenant de ce qu'il fait? Et il a donc acté son impuissance totale. Mais c'est vrai, à côté de cela, que quand le RN ou LFI, ou les écolos ou le PC, on saute tout de suite là-dessus en disant il est inconcevable qu'on puisse se soutenir, ils répondent pas au truc et ils savent tous très bien que c'est pas tenable la situation. C'est ça que, si vous voulez, il y a une telle obsession politicienne, je trouve, et une obsession de la présidentielle que chacun ne se positionne pas en disant bon, effectivement, il y a quelque chose, il va falloir, ça va être dur. Chacun est proximiste, tout en ayant espéré que quand ils seront au pouvoir, s'ils y arrivent, les autres aient fait le boulot avant, comme ça s'est passé dans un certain nombre de pays. Alors on va juste retourner aux origines des Gilets jaunes parce que le passé éclaire le présent et on en reparle juste après. Je vais retourner au hub voir Leslie Cadiou parce que Leslie, bonsoir. Vous, il y a 7 ans, vous aviez vraiment suivi ce mouvement de l'intérieur. Vous étiez évidemment déjà journaliste. Rappelez-nous ce mouvement des Gilets jaunes. La France et surtout les politiques ne le voient pas venir au début. Hein. Non, on ne voit pas venir et c'est un mouvement en fait qu'on ne voit pas venir. Pourquoi ? Parce qu'on ne voit surtout pas venir son ampleur et le fait qu'il va être pérenne dans le temps. À la base, c'est un mouvement spontané, des citoyens qui, voilà, en ont marre, en ont ras-le-bol et surtout qui savent très bien utiliser les codes des réseaux sociaux. Vous vous souvenez de cette dame ? Jacqueline Moreau, voilà, une des premières figures des Gilets jaunes, qui va poster cette vidéo le 18 octobre 2018. Coup de gueule contre la vie chère, coup de gueule contre le gouvernement, les mesures contre Emmanuel Macron. Les Français, ils vont se retrouver dans ce coup de gueule. Ils vont être 6 millions à regarder cette vidéo. Ça va être un des éléments déclencheurs de ce mouvement des Gilets jaunes avec cet objet symbolique, ce gilet jaune, on l'a tous à l'arrière de notre voiture. Voilà, c'est un objet qui permet d'être visible, vous en parliez en plateau, visible sur la route, mais visible aussi sur les ronds-points. Alors au début, c'est un peu bon enfant, voilà, on offre des petites gourmandises aux automobilistes qu'on essaie de bloquer, puis après ça va prendre du mouvement, des manifestations, tous les samedis. Le matin, c'était en province, l'après-midi, c'était à Paris. Pourquoi le samedi ? Eh bien, ce qu'on nous disait sur le terrain, c'était que le samedi, on ne retire pas de journée de salaire quand on va protester contre cette vie chère. Alors, c'était quoi à l'époque les revendications ? Et déjà, il y avait des similarités avec aujourd'hui, évidemment, sur le pouvoir d'achat. Sur le pouvoir d'achat, la vie trop chère, le fait de taxer les plus pauvres. Cette année, le 10 septembre s'appuie sur le projet de loi de finances et ces fameux 2 jours fériés qu'on veut nous retirer.
Et puis en 2018, c'était la hausse de la taxe sur les carburants. Je vous passe le détail de la taxe. Et c'était l'élément déclencheur, vous l'avez dit en plateau. Et puis, il y a d'autres revendications qui sont venues. Parce que vous l'avez dit, les Gilets jaunes, le mouvement il a pris de l'ampleur, ils étaient visibles, on les entendait, on les écoutait. Donc on a grossi les revendications. C'était le référendum d'initiative citoyenne, plus de justice sociale, plus de justice fiscale et même la démission d'Emmanuel Macron revendiquée par les Gilets jaunes. Alors, comment le gouvernement s'en est sorti, ou plutôt en est sorti? On ne sait pas si le gouvernement s'en est sorti. Ça a mis du temps, en tout cas. Ça a mis du temps. La première des mesures, c'était l'annulation de la revendication, l'annulation de la hausse de la taxe sur le carburant début décembre. Ça n'a pas suffi. Emmanuel Macron met en place la prime exceptionnelle aux salariés, la prime dite Macron fin décembre. Les manifestations continuent. Donc on met en place des cahiers de doléances pour que les Français puissent coucher sur papier leurs souhaits, leurs envies, même leurs propositions, ce qui donne lieu au grand débat national que va lancer le 15 janvier le président de la République pour essayer de trouver des solutions. Dans le même temps, le mouvement il devient plus violent, plus brutal. Les Gilets jaunes, eux, sont réticents petit à petit à aller dans ces manifestations et le mouvement va finir par s'essouffler. Merci Leslie. Alors si on a voulu revenir sur les Gilets jaunes il y a 7 ans, c'est parce que donc, vous l'avez entendu sur notre plateau, il y a un nouvel appel à de très larges manifestations, à tout bloquer en France pour le 10 septembre. Alors il vient d'où ce mouvement pour le 10 septembre, ce mouvement Bloc ou tout? Jocelyn Azot vous explique de quoi il en retourne et on en discute avec nos invités juste après. C'est une date qui pourrait bien bouleverser la rentrée politique. Est-ce que vous savez ce qui va se passer le 10 septembre? Il n'y a pas un gros blocus qui va se faire, comme un peu les Gilets jaunes. Ce que j'ai vu, c'est sur Twitter majoritairement, et c'est des personnes qui appellent à, en gros, une grève générale, comme ce qui a pu se passer en mai 68. Le 10 septembre, le mouvement Bloquons tout veut déferler dans la rue. Une colère née sur les réseaux sociaux après les annonces budgétaires du Premier ministre. Sur TikTok, Instagram, Facebook, les appels se multiplient. Les impôts, les cotisations, c'est infernal. Bougeons-nous et arrêtons de nous plaindre. Et trouve un écho politique. Les jeunes insoumis doivent même prendre part dans le mouvement du 10 septembre. Les insoumis en premier lieu en ont fait leur mouvement. Je suis incapable de vous dire ce qui va se passer le 10 septembre. Mais je suis capable de vous dire ce qu'il faudrait qu'il se passe le 10 septembre. Il n'y a pas d'unité populaire possible en dehors des revendications du peuple lui-même. À gauche, écologistes et communistes soutiennent l'appel. Le Parti socialiste, lui, se montre plus mesuré. Nous ne connaissons pas complètement les contours. Ces revendications sont floues, mais nous devons l'accompagner. Le Rassemblement national a pris ses distances, dénonçant une récupération politique de la gauche, alors que près de 2/3 des Français déclarent soutenir le mouvement. On peut voir qu'il y a l'électorat traditionnel de la gauche qui est assez fortement en soutien. On a également des personnes qui sont très à droite sur l'échiquier politique, à savoir proche du Rassemblement national. Et cette structure-là n'est pas une structure qui est radicalement différente de celle que l'on pouvait mesurer quelques jours avant le début du mouvement des Gilets jaunes. François Boulot, vous voulez voir le reportage, vous êtes d'accord? Il y a des similarités, c'est pas une structure forcément différente de ce qui s'est passé il y a 6-7 ans avec les Gilets jaunes, ou c'est différent? Pour moi, je vois beaucoup de similitudes, et notamment dans l'aspect partisan. Tout à l'heure, vous disiez que les partis, et notamment j'imagine LFI, c'est ça que vous disiez, étaient en train d'essayer déjà de récupérer le mouvement, etc. Moi, je pense qu'ils peuvent essayer, ils vont pas y arriver. Ce que je vois de l'état d'esprit des gens, c'est qu'ils sont partisans, et pour les mêmes raisons que pendant les Gilets jaunes, ils veulent garder l'autonomie du mouvement, la direction du mouvement, et donc ne pas se faire imposer des mots d'ordre d'en haut. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est que les gens qui veulent se mobiliser, ils sont pas bêtes. Ils savent très bien que s'ils veulent fédérer, rassembler le plus largement possible, il faut mettre toutes les étiquettes le plus loin possible du mouvement, donc les partis politiques et les syndicats. Parce qu'on sent bien qu'il y a quand même, c'est un attelage très hétéroclite. Il y a eu, on l'a vu ces dernières semaines dans les réseaux sociaux, le mouvement Nicolas Quipet, proche de l'extrême droite. Là, la gauche, les filles tentent de s'y raccrocher. C'est quoi? C'est un fourre-tout? Ça peut être un fourre-tout des colères, hein? C'est forcément un fourre-tout. Parce que ça, si j'ose dire, j'ai l'impression, déjà vous connaissez mieux quoi, que le clivage, c'est entre les gens qui en ont marre et les autres. Les gens qui en ont marre, c'est également réparti entre la gauche et la droite. Vous en avez LFI, vous en avez RN. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que le vote ouvrier qui était à gauche dans le temps est passé à l'extrême droite, enfin à la droite nationale, l'extrême droite, appelons ça comme on veut. Donc c'est quelque chose qui est partagé. Moi, simplement, ce que je voulais vous demander, c'est que je trouve que par rapport aux Gilets jaunes, qui avait donc une première revendication, et qui était sur le prix du carburant, le bloquons tout, j'ai entendu tout et son contraire. Bloquons tout comment? Bloquons tout en restant à la maison, en n'allant pas travailler. Bloquons tout mais sans manifester. Bloquons tout. Quelle est la fin? Comment
ça peut se développer, sachant qu'il y a, par définition, Radar fixe à 1000 mètres. il y a un chef avec qui ça n'existe pas. Donc c'est exactement comme les coordinations dans le temps. C'était plus les syndicats, donc il y a commencé une panique des politiques en disant là, on va négocier avec qui, on n'a pas un représentant chaque fois qu'il dit un truc à son voisin. Une chose. Et deuxièmement, quel est le mode d'action est-il pour vous différent de ce qu'il y avait à l'époque des Gilets jaunes? Je crois justement Radar fixe à 500 mètres. que par rapport aux Gilets jaunes, les gens ont vu ce qui s'était passé et ils essayent désespérément de trouver d'autres moyens d'action. C'est pour ça qu'on voit apparaître d'autres mots d'ordre. On reste chez soi, on boycotte, on utilise pas sa carte bleue, etc., etc. Et pour moi, ce que ça dit, c'est que les gens, ils savent plus quoi faire pour dire. Radar fixe à 100 mètres. Politique de Bayrou là, mais en fait c'est de la politique macroniste. Et je veux dire, ils sont là, ils ont manifesté il y a 2 ans sur la réforme des retraites. Il y avait 90% de la population active qui voulait pas de la réforme des retraites. Elle est passée. Ils font donc manifester, ça sert à rien. Ils font des pétitions, ça sert à rien. Et quand ils votent, l'année dernière, ils l'ont fait. Aux 2 tiers, ils ont dit on ne veut plus cette politique. Ça a été affirmé. Macron et sa force politique est arrivé 3e à l'Assemblée nationale. Et pour autant, Macron dirige toujours le pays. Il a nommé Barnier puis Bayrou qui sont quand même des premiers ministres qui étaient plutôt à sa main. Et donc les gens effectivement sont désespérés de se dire mais nous on veut que ça change. Et je dirais que s'il y a un point de différence entre les Gilets jaunes et ce mouvement-là, c'est qu'à l'époque on opposait la légitimité des urnes à la légitimité de la rue. Là, je regrette, mais les élections de l'année dernière ont dit très clairement, les Français ont dit très majoritairement, on ne veut plus de cette politique-là. Alors sans choisir un cap, sans choisir une autre direction. Mais sauf que là, Macron, quelque part, il passe en force depuis 1 an en disant moi je m'en fiche de ce que vous avez dit et je continue à essayer d'appliquer la politique. Non, mais simplement, juste, je rajoute un petit mot, c'est que je suis d'accord sur le constat que la situation budgétaire en France, elle est vraiment très préoccupante et que oui, il faut prendre des mesures. Bon, les responsables, c'est quand même ceux qui gouvernent depuis des années. Hein. Donc c'est quand même Macron qui dirige le pays depuis 8 ans. C'est lui le premier responsable de ça. Maintenant, je pense que personne ne conteste cette situation de gravité. La question, c'est celle des solutions. Et effectivement, les gens ils disent au moins il faudrait essayer autre chose peut-être. La grille de lecture, enfin voilà, c'est ça. Grosso modo, à gauche, on dit il faut essayer de faire payer les plus riches. C'était notamment la taxe Duckman qui a été rejetée, mais qui se concentrait sur un de dépenses publiques. Oui, et puis à droite, on dit on va aussi faire des économies sur les immigrés. Voilà, grosso modo, mais c'est une autre solution aussi. Je veux dire, c'est pas la solution qui est préconisée par Bayrou on tape sur la classe moyenne en général, c'est-à-dire sur toujours les mêmes, et on exonère les plus riches qui ont déjà bénéficié de très bons cadeaux fiscaux. Taxation des revenus et des patrimoines, probablement. Oui, mais elle est quand même très insuffisante par rapport au niveau des cadeaux fiscaux dont ils ont bénéficié là depuis des années. Je cite quand même le chiffre des aides publiques aux entreprises. On est passé en 10 ans de 100 milliards à 211 milliards. Ça ne concerne pas que des grandes entreprises. Il y a plein de PME qui sont concernées, mais il y aurait peut-être possibilité. Juste Nathalie, une réaction vers les résultats. Les résultats économiques qui sont vraiment pas très bons. Votre question, c'est Gilets jaunes 2018-2019 et aujourd'hui, qu'en est-il? Il n'y a pas de structuration ni politique ni syndicale du mouvement actuel, comme il n'y en a pas eu davantage en 2018-2019. Les Gilets jaunes haïssaient les partis politiques, les organisations syndicales, les médias, des structures qui avaient une conscience, un métier, une profession, de représenter un savoir-faire. Aujourd'hui, c'est la même chose. Autrement dit, nous avons dans la scène publique davantage une foule qu'un peuple. J'utilise ces 2 mots en les opposant, c'est Victor Hugo. Souvent, la foule trahit le peuple. Bon, donc et il l'avait dit en 1830 en disant ça y est, nous allons pouvoir faire émerger le peuple. Puis en 1871, je vous cite juste dans l'année terrible, 1 an après la Commune, quant à flatter la foule, mon esprit non pas, le peuple est en haut et la foule est en bas. Qui flatte la foule aujourd'hui? Les populistes qui parlent du peuple mais qui en fait flattent la foule. Et la foule peut donner naissance à un peuple à condition de se structurer. Elle n'a pas pu, cette foule, le faire en 2018-2019, elle ne peut pas davantage le faire aujourd'hui. On mesure d'ailleurs aujourd'hui la prudence des organisations syndicales qui n'embrayent pas aussitôt sur le 10 septembre. Elles vont d'abord se... Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la 2e sortie et continuer sur N4 en direction de Strasbourg-Saverne. Ou des accessoires du pouvoir. Et pourquoi ça? Pourquoi on sent certaines réticences chez les organisations syndicales notamment? Pourquoi? Parce que le mouvement a peut-être été un peu initié par l'extrême droite et donc les organisations syndicales veulent pas s'y raconter. C'est incontrôlable. Parce que dès lors que vous n'avez pas de représentants élus pour l'instant,
C'est quelque chose qui est en devenir. Dès lors que vous n'avez pas de représentants, dès lors qu'il n'y a pas d'idéologie, pas au mauvais sens du terme, mais de programme. C'est-à-dire vous avez telle personne qui va considérer que faut libérer les entreprises en leur faisant baissant les charges, et d'autres qui diront faut faire payer les patrons. Parce que je reviens juste sur votre expression cadeau. Ça n'a pas été vendu comme des cadeaux pour qu'ils puissent aller faire la fête. Ça a été vendu comme des... Au rond-point, prendre l'N4. Ce qui a marché dans un premier temps. Et après, il s'est posé le problème du contrôle du bénéfice. Dans 500 mètres, prendre E25, A4 vers Saverne, à nouveau légèrement à droite. Voilà, on a fait tout ça national. Ça sous-tendait qu'il fallait un peu libéraliser l'économie et alléger les charges, mais là, ce qu'on embauche. Bon, donc les syndicats, ils sont réticents, c'est le contraire même. Ils veulent pas être récupérés par les politiques, c'est le principe de l'indépendance du syndicat par rapport aux politiques, et ils veulent pas non plus être entraînés dans un mouvement qui ne serait incapable de contrôler. Et en plus, à l'intérieur des syndicats, on l'a vu tout à l'heure, vous avez des syndicats comme la CFDT ou même FO ou la CFTC qui sont plutôt des syndicats qui préfèrent discuter et négocier, et d'autres syndicats qui sont plus dans la rupture, comme Sud, comme Solidaire, ou comme, d'une certaine manière, la CGT. Donc c'est... Vous voyez, Marie-Lise Léon, c'est pas la même chose que Sophie Binet. Alors, donc, prendre E25 légèrement à droite. On parlait à l'instant des gilets jaunes avec peut-être, on va dire, des gilets... Continuez sur E25 pendant 43 km. De la soirée, c'est évidemment François Bayrou qui annonce se soumettre au vote de confiance du Parlement le 8 septembre prochain. On va revenir avec vous trois sur ce que ça signifie politiquement quand même, parce que encore une fois, c'est l'information de la soirée. Le 8 septembre, si François Bayrou tombe, et vous me disiez Nathalie que l'arithmétique politique, elle est plutôt en faveur de cette option-là. Donc on parle de libération. Là, on est sur la A4. Bon, voilà. Et la crise chez les Échos, donc c'est pas extrêmement. Non, voilà, c'est pas le. Plusieurs personnes, donc il y a plusieurs analyses politiques, effectivement, disent que ça prend cette tendance-là. Le 8 septembre, François Bayrou, mettons, tombe. Qu'est-ce qui se passe après, Nathalie? Est-ce que c'est bis repetita, on reprend un Premier ministre macroniste qui à nouveau n'aura pas de majorité? Est-ce que c'est la gauche? Est-ce que c'est le RN? De toute façon, le problème étant de savoir, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas une autre majorité, on a essayé. Une majorité alternative, ils ne sont pas d'accord. D'abord, LFI n'est pas d'accord avec le PS, et les écolos. Enfin, du côté gauche, on a beau sortir des noms des chapeaux, comme Lucie Castet à l'époque et tout ça, manifestement, ce qu'on gagne à gauche, on le perd à droite, et donc il n'y a pas de majorité. À partir de là, le Premier ministre François Bayrou, en l'occurrence, est contraint à la démission. C'est pas si même Macron décide de le remplacer. Non, c'est que quand on vote de confiance et qu'on n'a pas la confiance, on doit partir. C'est dans la Constitution. Il l'a cherché, il veut répondre, il l'a eu, il l'aura. À partir de là, c'est quoi? On entend des noms, mais le problème, c'est pas un nom, c'est des gens qui sont capables d'avoir un programme. Parce que quand on nous dit un ministre technique, ça ne veut rien dire sur un budget, un ministre technique. Celui qui décide de taxer ou de rétablir l'impôt sur les grandes fortunes ou de taxer beaucoup plus ça, c'est pas technique, c'est politique. Celui qui dit on va pas geler les pensions, on va pas faire une année blanche, c'est pas technique, c'est politique. C'est-à-dire qu'on veut aider, donner un coup de pouce au SMIC, aux petites retraites. Donc, on ne s'en sortira pas. L'assurance chômage, la santé, si on décide d'avoir une franchise qui augmente parce qu'on n'a plus assez d'argent pour le budget de la sécurité sociale, c'est pas technique, c'est politique. Donc, à moins de dissoudre, enfin, je suis pas en train d'appeler à la dissolution, et je respecte les institutions, mais une crise, on ne peut pas avoir 74 premiers ministres tous les 2 jours. François Boulot, vous nous disiez que justement, il y a 7 ans, vous étiez dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a 7 ans, les gens voulaient déjà une autre politique. Aujourd'hui, là, si le 8 septembre, François Bayrou tombe, quelle autre politique est possible? Quelle force? Moi, je rejoins déjà l'avis de Nathalie Saint-Cric, ce qu'elle vient de dire. Les choix. Oui, mais je veux dire, les choix qui doivent être faits là, ce sont des choix politiques. Effectivement, pas des choix techniques. Donc la solution, si le gouvernement Bayrou tombe d'un ministre technique, d'un premier ministre technique, non, ça n'a aucun sens. Moi, ce que je vois, c'est que peut-être c'est une manœuvre, effectivement, il se saborde quand même en quelque sorte. En tout cas, on peut envisager cette hypothèse-là, se saborde volontairement pour effectivement couper peut-être l'herbe sous le pied à ce moment du 10 septembre. Enfin, en l'occurrence, si le RN les avait soutenus, si le RN s'était abstenu, on pouvait avoir un espoir. Avec le PS, mais le RN a tout de suite dit non. Mais c'est pour ça que peut-être il coupe l'herbe sous le pied en disant qu'est-ce que vous voulez, maintenant le gouvernement est tombé, qu'est-ce que vous voulez de plus? Je pense que ça peut être dangereux parce que du coup Bayrou tombé, c'est Macron qui redevient la cible directe potentiellement d'un mouvement social. Mais vous qui étiez justement, vous qui aviez pu prendre le pouls de ce mouvement des Gilets jaunes, qui peut-être revient d'une autre manière, on
l'a dit, vous parliez du peuple Bernard Vivier, il y a trois peuples, au moins, il y en a beaucoup plus que ça. Les peuples de France s'accorderaient sur quoi? Sur un gouvernement de gauche, sur un gouvernement RN, vu que Macron à chaque fois, là, c'est compliqué. La question que vous me posez là, simplement, les problèmes, ça fait 40 ans globalement qu'on les a créés. Vous demandez aux gens qui veulent se mobiliser, qui sont pas des experts de la politique, qui sont pas des experts de l'économie, eux ils disent juste aux gouvernants, écoutez, est-ce que vous pourriez essayer à un moment donné de faire une politique qui arrête de nous prendre à nous et essayer de construire une politique qui soit profitable à tous et qui soit juste. Voilà, il demande de la justice, il demande de la dignité effectivement, et puis il demande un peu de compétence aussi, parce que, enfin, je regrette, mais effectivement la politique c'était celle de l'offre. C'est respectable en soi. Je veux dire, on va donner aux grandes entreprises, on va libéraliser l'économie pour essayer de produire des résultats. Peut-être que dans certains contextes économiques autres, ça aurait pu fonctionner. Là, ça a produit une catastrophe. On a des comptes publics qui sont dans le rouge. On n'a pas de croissance parce qu'encore, on aurait des comptes publics dans le rouge. Croissance internationale quand même. Et le Covid, oui, mais on va pas les utiliser. Oui, mais le Covid explique un petit peu. Mais très franchement, les comptes publics, on était déjà en déficit de plus de 100 milliards en 2019. C'était avant le Covid. Donc, en réalité, je veux dire, cette politique-là est en échec. Macron l'a poursuivi. Donc en plus, c'est même pas que Macron, c'est Hollande avant lui, c'est Sarkozy avant lui. Donc là, on a le recul nécessaire pour voir que cette politique-là est un échec. Et donc, il faut trouver l'alternative. Simplement, bah oui, il faut qu'on arrive à se mettre d'accord, à dégager une alternative, mais on va pas le demander à un mouvement social. C'est pas le mouvement social qui va se structurer et produire un programme politique. Bernard Vivier, l'alternative, le 9 septembre, au lendemain d'une éventuelle chute du gouvernement Bayrou, c'est quoi l'alternative? Les alternatives? Deux choses. Premièrement, ceux qui nous prêtent de l'argent vont dire ça suffit maintenant, et comme un banquier dit attendez, je vous ai donné beaucoup d'argent, maintenant c'est moi qui vais gouverner vos comptes, nous perdons notre souveraineté sur le plan économique. Deuxièmement, le 9 septembre, enfin, au lendemain de la chute quelques temps après, parce que l'économie s'effondre, il continue à s'effondrer, et un beau jour, les prêteurs vont dire on ne prête plus de l'argent, là ça va être saignant, comme la Grèce, comme d'autres pays, ne rêvons pas. Ou alors deuxièmement, et c'est pas incompatible aussi, malheureusement, la démocratie s'effrite et l'autoritarisme arrive. N'oublions jamais le mot de Bonald, le philosophe de Bonald, quand on attend le retour de l'ordre, on ne peut se tromper que sur la date. Dernière question, il nous reste une question très provocante et très rapide. Emmanuel Macron peut-il terminer son mandat? Alors, il y a deux questions. Il y a peut-il, sans doute, doit-il? C'est encore une autre réponse. Il y a à un moment donné aussi, le constat est une crise de régime, c'est-à-dire que, comme vous l'expliquez, on perd notre souveraineté, qu'on est mis sous tutelle par le FMI, qu'on n'a plus le droit de rien. Sauf, est-ce qu'il ne faut pas essayer d'avoir la sursaut avec une majorité? Dans ce cas-là, il ne faut pas nous dissoudre. François Bernard, vraiment d'un mot, Emmanuel Macron, s'il allait jusqu'en 2027. Moi, je pense qu'il devrait démissionner. Il nous ferait gagner du temps. Parce qu'on a compris que lui ne changera pas de logiciel. Il n'a pas changé de politique à 1 an et demi de son mandat. Ce serait ridicule. Qu'il démissionne. Au moins, on aura une campagne présidentielle anticipée. Il y aura un débat à nouveau. Peut-être qu'au final, je veux dire, les problèmes sont tellement profonds que ça ne va pas tout changer. Mais au moins, on se donne une chance de mettre les vrais sujets sur la table. Bernard, d'un mot. Le changement des hommes et des femmes ne changeront pas les problèmes de fond. La démission d'Emmanuel Macron ne changera pas au fond la situation que nous vivons. Allez, merci à tous les trois. C'était le mot de la fin. On se reverra forcément sur tous ces débats épineux et importants. 22h, vous êtes sur France Info. Tout de suite, le journal avec Jordan. François Bayrou chutera-t-il ou non le 8 septembre? Le Premier ministre a annoncé qu'il allait engager la responsabilité du gouvernement au travers d'un vote de confiance à l'Assemblée nationale. Vote qui peut entraîner la démission du Premier ministre, qui abat donc une nouvelle carte pour tenter de faire passer son plan d'économie. Marjorie Le Pen. C'est une annonce surprise. Dans 2 semaines, le 8 septembre, François Bayrou engagera la responsabilité du gouvernement lors d'un vote de confiance à l'Assemblée nationale. Au centre de cette session extraordinaire, une question principale. Savoir s'il y a bien gravité du danger pour la nation, s'il y a urgence ou pas, et choisir la route qui permettra d'échapper à cette malédiction en retrouvant la maîtrise de nos finances. Le Premier ministre brandit cette nouvelle carte pour tenter de faire adopter son plan d'économie budgétaire qui s'élève à près de 44 milliards d'euros. Sera-t-elle la dernière ? Le Rassemblement national le souhaite. Ils ne voteront pas le vote de confiance. À gauche, ce sera un vote contre également pour les écologistes et les communistes qui emboîtent
chacun et chacune à continuer de se mobiliser. Encore abstrait en fin de journée, le Parti socialiste s'est finalement positionné dans le journal Le Monde. Il est inimaginable que les socialistes votent la confiance à François Bayrou. Avec cette décision, François Bayrou vient probablement de signer la chute de son gouvernement. Après la plainte, le chef Jean Imbert, la plainte contre le chef Jean Imbert, la réaction de ses avocats. Dans un communiqué, elle dénonce, je cite, des propos biaisés, tronqués et des récits contredits, selon elle, par de nombreux éléments objectifs, dont des témoignages. Jean Imbert est visé par une plainte pour violences conjugales et séquestration par une ex-compagne. Les faits remontent aux années 2012-2013. En avril dernier, dans le magazine Elle, 4 ex-compagnes de Jean Imbert l'avaient déjà accusé de violences physiques et psychologiques. Lui avait né. 656, c'est le nombre d'actes antisémites recensés en France entre janvier et juin 2025. C'est donc une baisse de 27,5% par rapport à la même période l'année dernière. Des chiffres, toutefois, toujours nettement au-dessus de ceux de 2023, soit avant le 7 octobre. 22 mois après le 7 octobre, donc, la guerre continue dans la bande de Gaza, toujours plus meurtrière. Au moins 20 personnes ont été tuées aujourd'hui dans 2 bombardements israéliens successifs sur un hôpital. Parmi les victimes, 5 journalistes qui travaillent pour des médias internationaux. Benyamin Netanyahou déplore ce soir un accident tragique. Emmanuel Macron, lui, évoque des frappes intolérables. Ambroise Boulaize avec notre bureau de Jérusalem. La scène est glaçante. Alors que des brancardiers portent secours après une frappe sur cet hôpital de Gaza, la cage d'escalier est pulvérisée. 8 minutes plus tôt, une première explosion venait de retentir au dernier étage. Un homme brandit le matériel d'un journaliste qui réalisait un tournage en direct. Au sol, ce soignant montre une blouse ensanglantée. Il est interrompu par la seconde frappe. Cette frappe-là était plus forte. Le jeune homme à côté de moi a été tué sur le coup. Le bilan est de 20 morts selon la défense civile du Hamas, dont 5 journalistes. Ils collaboraient notamment avec les agences de presse Reuters et AP et la chaîne Al Jazeera. Benyamin Netanyahou déplore ce soir un accident tragique. Selon un média israélien, des soldats disent avoir ciblé une caméra qu'ils pensaient utilisée par le Hamas, une version contestée par de hauts gradés. Plus tôt dans la journée, les troupes de l'armée israélienne ont mené une frappe dans la zone de l'hôpital Nasser. Tsahal regrette tout dommage causé à des personnes non impliquées et ne prend pas les journalistes pour cible en tant que tels. Selon Reporters sans frontières, quelques 200 journalistes ont été tués depuis le début de la guerre à Gaza, dont une quarantaine dans des frappes ciblées. En plus des 20 personnes tuées à l'hôpital Nasser, la défense civile du Hamas fait état de 13 morts ce lundi. Dans le Tarn-et-Garonne, une femme de 76 ans a été interpellée et présentée à la justice de Montauban. Elle est soupçonnée d'être l'auteur de 13 incendies d'origine criminelle, dont 5 cet été. Elle déclare avoir agi par frustration à l'égard de personnes de la commune de Castelmayran dans le Tarn-et-Garonne. Elle a été déférée et placée sous contrôle judiciaire jusqu'à demain, date de sa comparution immédiate. Au Portugal, après 11 jours, l'incendie est désormais circonscrit, mais il a été dévastateur. Plus de 64 000 hectares sont partis en fumée. C'est l'incendie le plus vaste jamais enregistré dans le pays. Les autorités restent encore très vigilantes pour éviter toute reprise des flammes. Près de 1000 pompiers, soutenus par plusieurs centaines de véhicules, restent encore en alerte. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci Jordan, on vous retrouve tout à l'heure et on ouvre la 3e page de ce 21-23 sur un sujet que vous venez d'évoquer, Jordan. On va retourner au Proche-Orient, sur le terrain israélo-palestinien, alors que, vous l'avez dit, un nouveau bombardement dans un hôpital du sud de la bande de Gaza a fait au moins une vingtaine de morts, l'hôpital Nasser. Et puis, eh bien, hier, le nouvel ambassadeur des États-Unis en France, Charles Kushner, a écrit au président Emmanuel Macron pour lui reprocher de ne pas en faire assez sur la question de l'antisémitisme. Alors, cet ambassadeur américain a été convoqué aujourd'hui au Quai d'Orsay, c'est son chargé d'affaires qui s'y est rendu, et ça nous amène à notre question de cette 3e partie. Question: peut-on critiquer Israël sans forcément être taxé d'antisémitisme? On va donc parler d'antisémitisme, cet antisémitisme qui eh bien, a des chiffres toujours plus hauts, en tout cas depuis les attentats du 7 octobre, l'antisémitisme est en hausse en France. Pour en parler sur notre plateau, nous accueillons Fabienne Messica. Bonsoir, vous êtes membre du bureau national de la Ligue des droits de l'homme et co-responsable du groupe de travail discrimination, racisme et antisémitisme. À vos côtés, Michel Taubman. Bonsoir, vous êtes journaliste franco-israélien, spécialiste du Proche-Orient pour la revue Politique Internationale
fondateur du groupe de dialogue judéo-arabe Shalom Salam. Sur notre plateau également, visage bien connu de nos téléspectateurs, Christophe Gascard. Bonsoir. Bonsoir, journaliste international pour France Info TV. Vous avez été à de très nombreuses reprises sur le terrain, au Moyen-Orient et au Proche-Orient. Vous allez nous en parler. Et puis par visio, nous serons avec Michel Vieviorca, sociologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et auteur de l'antisémitisme expliqué aux jeunes aux éditions du Seuil. Alors, on va tout de suite aller sur le terrain à Paris, puisque c'est donc ce conflit israélo-palestinien qui a des conséquences aussi dans notre pays, avec cette convocation de du nouvel ambassadeur américain au Quai d'Orsay aujourd'hui. Maryse Burgot vous raconte les détails de cette convocation et on en parle juste après. Dans le huis clos du ministère des Affaires étrangères, le chargé d'affaires de l'ambassadeur des États-Unis en France, convoqué pour s'expliquer. Il représentait Charles Kushner, applaudi ici lors de son arrivée à l'ambassade en juillet dernier, mais aujourd'hui en difficulté. Car sa lettre envoyée à Emmanuel Macron a été vécue comme un affront. J'exprime ma profonde inquiétude face à la flambée de l'antisémitisme en France et à l'absence d'action suffisante du gouvernement pour le combattre. Une lettre jugée acceptable ni sur la forme ni sur le fond. Selon les autorités françaises, Charles Kushner, comme Benyamin Netanyahou, associe deux éléments qui n'ont rien à voir. La recherche d'une voie diplomatique au conflit qui a lieu en ce moment au Proche-Orient, c'est une chose, et c'est une chose que la France recherche, dont elle fait la promotion. Une autre chose, c'est qu'effectivement, les cas d'actes antisémites en France, qui encore une fois sont des actes gravissimes et qui sont combattus avec la plus grande force. Mais ce sont deux choses distinctes. La France devrait reconnaître l'État de Palestine à l'Assemblée générale de l'ONU en septembre prochain. Fabienne Messica, bonsoir. Question toute simple. Est-ce que, selon vous, à la Ligue des droits de l'homme notamment, est-ce que la France fait assez pour lutter contre l'antisémitisme? Alors, je rappelle que vous, à la Ligue des droits de l'homme, vous surveillez et vous dénoncez tous les racismes. Oui, absolument. Et nous aussi, on est très actifs là-dessus. On traite là à peu près 8 ou 9 plaintes actuellement dans plusieurs endroits de France, notamment autour d'apologie du nazisme, de négationnisme. On a encore une plainte contre Dieudonné pour un article paru dans Rivarol. Donc nous, on fait on fait partie des associations, parce qu'on n'est pas toutes seules, évidemment, à lutter contre l'antisémitisme et contre tous les racismes. Alors, une réaction immédiate, c'est que c'est quand même une ingérence inacceptable de la part des Américains et de la part de Netanyahou. Et effectivement, le fait de lier un acte qui s'inscrit dans la continuité dans la logique du droit international, qui est de reconnaître l'État de Palestine comme l'ont déjà reconnu 148 pays, je signale, et plusieurs pays d'Europe, d'associer ça au fait de favoriser l'antisémitisme, c'est vraiment le pompier pyromane. Vous voyez, c'est vraiment au contraire, créer une assimilation entre les Juifs et la politique israélienne et mettre en contradiction la lutte contre le racisme, contre tous les racismes et contre l'antisémitisme, c'est-à-dire toute discrimination envers les Juifs, parce que Juifs, de considérer que c'est contradictoire avec la défense des droits des Palestiniens. Et ça, c'est vraiment totalement inacceptable, c'est une manipulation inacceptable, c'est une ingérence inacceptable, et je pense vraiment que Benyamin Netanyahou et les États-Unis feraient bien de ne pas s'occuper de l'antisémitisme dans nos pays. Nous nous en occupons, nous nous battons et nous ne sommes pas dans le déni du tout de ces questions-là, et nous luttons justement contre le confusionnisme. Alors on reviendra tout à l'heure, notamment avec vous Christophe, sur la question diplomatique, mais Michel Thoman, sur ce constat, est-ce que la France, on va aller voir les chiffres dans un instant, mais voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit le nouvel ambassadeur des États-Unis en France? La France ne fait pas assez pour lutter contre l'antisémitisme. Non, écoutez, je pense que vous êtes mieux placé que moi d'ailleurs pour parler. Beaucoup de choses sont faites par le gouvernement, par les associations. Un exemple, là, des jeunes juifs ont été, d'après ce que j'ai lu, ont été refusés dans un centre de vacances. Le
Mais le ministre, la différence, c'est que le ministre des Transports israélien a aussitôt pris parti pour la compagnie Vueling. En France, l'État prend toujours parti pour les Juifs lorsque ils sont victimes. Pour les victimes, lorsque les faits accréditent le fait qu'ils ont été victimes. Donc là-dessus, il n'y a pas d'antisémitisme d'État en France, et là-dessus, je crois que ça c'est vraiment inadmissible, et c'est même une banalisation des persécutions que les Juifs ont vécues par le passé. En Israël, par exemple, puisque je vis en partie en Israël, il y a des discours épouvantables. Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la 5e sortie, A4, vers Annonay, Strasbourg. Ceux qui ont été arrêtés et déportés par le régime de Vichy et par les nazis. Donc là-dessus, non, ça ne mérite même pas une discussion. L'autre remarque que je pourrais faire, c'est qu'Emmanuel Macron... Continuez sur A4 pendant 14 km. Sur deux dossiers. Le dossier de l'Ukraine, il est une cible pour Poutine, tentative de déstabilisation, on le sait, et le dossier israélo-palestinien. Et il a contre lui Trump, Poutine, Netanyahou, qui est à peu près avec les mêmes mots, les mêmes excès. Quand Poutine dit que Zelensky est un nazi, il peut tout à fait avoir un différend territorial avec l'Ukraine, mais dire que c'est un nazi et Netanyahou peut très bien avoir un différend avec Macron. Et d'ailleurs, la plupart des Israéliens sont très réticents, voire hostiles à la reconnaissance par la France de l'État de Palestine. Et moi-même, je pense que c'est quelque chose qui peut se discuter. On n'est pas forcément d'accord avec toutes les initiatives qui sont faites par la France. Mais vouloir justement le paralyser diplomatiquement en lui collant cette étiquette infamante de quelqu'un qui favorise l'antisémitisme, c'est aussi un mauvais tour qui est joué à la communauté juive de France, qui va se retrouver marginalisée, parce que la communauté juive de France, elle est écartelée entre sa fidélité à la France et sa fidélité à Israël. Justement, vous parliez des faits, Michel, et avant d'aller voir l'autre Michel Vivorca, justement, on va écouter ce sujet de Claire Vérove sur les faits justement d'antisémitisme en France, qui sont en hausse depuis des ans, depuis les attentats du 7 octobre, mais qu'en est-il réellement? On regarde ce reportage et on donne la parole à Michel Vivorca juste après. C'est après avoir prié dans cette synagogue à Lyon vendredi soir qu'en rentrant chez lui, un adolescent de 14 ans affirme avoir été agressé par un homme. Il a commencé à me dire des insultes antisémites. Il m'a dit que j'étais un sale lupin, un sale race, des trucs comme ça. Il m'a fait une balayette. J'ai commencé à courir et il m'a attrapé par le bras et il m'a refrappé plusieurs fois. Je lui ai mis un coup et je suis parti en courant. Ça s'est passé en 1 minute, même pas. Et pour moi, c'était super long. Je n'ai rien fait pour mériter ça. Je suis sorti de la synagogue. Dernier exemple de violence contre des juifs. Y a-t-il une flambée de l'antisémitisme en France, comme l'affirme l'ambassadeur américain? Oui, après le 7 octobre 2023, les agressions antisémites ont soudainement été multipliées par 4. Cette année, entre janvier et juin, le ministère de l'Intérieur relève 646 actes antisémites. C'est 27% de moins qu'à la même période l'an dernier, mais toujours 2 fois plus qu'avant 2023. Face à cette hausse, quels moyens sont mis en place? Depuis le 7 octobre 2023, 800 sites de la communauté juive sont surveillés par les forces de l'ordre. La réponse de la justice se veut plus sévère. Une injure antisémite peut être punie de prison ferme. Le gouvernement réclame désormais des condamnations plus rapides et effectives. Ce qu'on a fait concrètement, des instructions au procureur de la République pour ne pas laisser passer un seul fait d'antisémitisme. Le fait que les présidents d'université signalent tous les faits qui sont réalisés, que les préfets interviennent dès qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public. Qu'en est-il de l'éducation? L'ambassadeur américain affirme que la moitié des jeunes Français n'ont jamais entendu parler de la Shoah. En fait, selon une étude réalisée en début d'année, 27% des élèves de collège et de lycée n'en avaient pas connaissance. La Shoah est enseignée en classe de 3e et de 1re, mais aussi dès l'école primaire, le programme de CM2 formule l'obligation d'aborder le génocide des Juifs. On le fait aussi dans le cadre de l'enseignement moral et civique, l'EMC, et ça en primaire et aussi dans le secondaire, où on a comme objectif de lutter contre les discriminations, de lutter contre l'antisémitisme. Toutes les écoles prévoient aussi chaque année une semaine de lutte contre l'antisémitisme et le racisme. Michel Vivorca, vous êtes avec nous par visio. Il y a une dizaine d'années, vous avez justement publié l'antisémitisme expliqué aux jeunes, aux éditions du Seuil. Et je crois que vous avez réédité ce livre l'an dernier avec des
chez les plus jeunes? Alors, il faut dire plusieurs choses. Premièrement, ce qui se passe depuis le 7 octobre 2023 était déjà en germe dans la société française depuis, en gros, le début du siècle, en gros. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine projection de la question israélo-palestinienne ou des problèmes du Moyen-Orient sur le sol français qui a commencé à cette époque-là. Donc on est sur des phénomènes de longue durée. On n'est pas juste dans un phénomène récent. Mais évidemment, l'actualité a fait exploser en quelque sorte le phénomène. La deuxième chose peut-être que je voudrais dire, c'est que on sent très bien que dans ce qui se passe en ce moment, il y a d'une part l'actualité donc au Moyen-Orient et d'autre part le rapport des Français à la Shoah. Alors il faut bien voir une chose, il y a 10 ans, il y avait encore des gens qui avaient connu la déportation, des familles où il y avait des survivants, des familles où on parlait de tout ça, des coupables aussi, il y a 20 ans, peut-être pas 10 ans, mais il y a 20 ans, des coupables que l'on jugeait, des grands procès. Bref, c'était une mémoire qui était encore vivante, la mémoire de la Shoah. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Il y a très très peu de survivants, de gens qui peuvent en parler, et la plupart du temps, ils sont très 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 âgés, pas en très grande forme. Et donc, il y a un problème d'éducation, comme ça vient d'être indiqué à l'instant. Mais ce que l'on ne dit pas assez, à mon sens, c'est qu'avant de penser aux élèves, il faut penser à éduquer les enseignants. Et moi, je pense qu'un des grands problèmes, je ne fais aucun reproche à Macron, je suis comme tout ce qui a été dit jusqu'ici. Et Dieu sait que, par ailleurs, je ne suis pas un ardent supporter de ce président. Mais je pense que sur l'antisémitisme, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Vaguement, peut-être, de ne pas être allé, c'était pas de l'antisémitisme, c'était un manque de lucidité politique, de ne pas avoir participé à la manifestation, je crois que c'était en novembre 2023, à la manifestation contre l'antisémitisme. Alors ça, on ne peut pas lui reprocher grand-chose sur l'actualité, sur la géopolitique, sur la façon dont il essaie aussi de veiller dans l'État, et l'État français essaie de veiller à ce que le moindre acte antisémite soit sanctionné, réprimé, etc. Par contre, sur le long terme, sur le moyen terme, l'éducation reste un vrai problème. Et moi, je suis convaincu qu'on n'en fait absolument pas assez en ce qui concerne les enseignants, la sélection des enseignants, la formation permanente des enseignants. Là, ça laisse à désirer. À mon sens, ce n'est pas suffisant. Alors, je pourrais certainement dire... Michel Viviorca, on va continuer la discussion, mais on voit bien qu'il y a effectivement un lien d'actualité et de causalité entre ce qui s'est passé, les attaques en Israël terriblement meurtrières du 7 octobre, plus de 200 morts en Israël, et effectivement une montée des actes antisémites en France. Christophe Gascard, vous avez été très souvent sur le terrain au Moyen-Orient. La question de débat ce soir, c'est ça aussi, c'est est-ce que on peut critiquer avec ce qui se passe aujourd'hui à Gaza politique israélienne, la politique aujourd'hui du gouvernement Benjamin Netanyahou, sans être taxé d'antisémitisme. Peut-être que certains de nos téléspectateurs se sentent un peu pris au piège en se disant, ben voilà, on est dans un camp ou dans l'autre, alors que peut-être la réalité est plus nuancée. Une réalité plus nuancée, c'est toute la difficulté depuis le 7 octobre finalement. Parler d'Israël, c'est prendre le risque des deux côtés d'être accusé à la fois d'antisémitisme ou d'être pro-palestinien de l'autre côté si on soutient Gaza. On sent bien que la population israélienne que j'ai pu rencontrer sur place, elle est à la fois désemparée parce que surtout totalement meurtrie, désemparée par ce qui s'est passé le 7 octobre 2023. On ne peut pas comprendre ce qui se passe en ce moment si on ne comprend pas finalement le traumatisme de cette date-là. Et depuis cette date-là, il y avait quand même dans la bande de Gaza et notamment aux abords toute cette population d'Israéliens qui était plutôt, on va dire, de gauche, qui prônait finalement le vivre ensemble, puisqu'il y avait des Palestiniens qui travaillaient, en l'occurrence en Israël. Il y a aussi en Israël un nombre avant même le 7 octobre, beaucoup d'Israéliens qui demandaient finalement, qui est une sorte de pacification. Et en fait, ce qui s'est passé, et ce 7 octobre-là a créé un schisme total dans la population, ce qui fait que personne n'a voulu regarder les souffrances de l'autre. Et pourtant, les souffrances, elles existent des deux côtés. Parce que d'une part, il y a toujours, et on le rappelle, encore une fois, c'est toujours important, il y a toujours sur place, dans la bande de Gaza, malheureusement, des otages qui sont en train de mourir et dont on a vu les images affreuses et terribles. Et puis,
cette population israélienne qui continue aussi à manifester. Et aussi le risque, finalement, de critiquer. Dans 600 mètres, restez sur la voie de droite pour continuer sur A4. Traité finalement d'antisémite. Ce n'est pas parce qu'on critique le gouvernement israélien que l'on est antisémite. Et c'est toute la vraie difficulté aujourd'hui aussi, et je pense aussi surtout de ceux qui vivent, en l'occurrence. Restez sur la voie de droite pour continuer sur A4. Nationalité, vous ressentez bien la difficulté du moment. Alors justement, Michel Topman, comme vous vivez en Israël, on va continuer la discussion, mais on va aller sur le terrain en Israël, rejoindre l'une de nos correspondantes, Juliette Poissonnier, à qui on voulait justement demander qu'en pensent les Français qui vivent en Israël. Il y a une importante communauté française en Israël. Qu'en pensent-ils quand ils entendent que en France, eh bien justement, on accuse la France d'être de plus en plus antisémite ou de ne pas faire assez contre l'antisémitisme? Juliette. Écoutez, ce que me disent beaucoup de Français installés ici, c'est que l'antisémitisme en France est devenu pesant. Ceux avec qui j'ai discuté ces derniers temps ne ressentent pas forcément un sentiment d'insécurité à chaque fois qu'ils vont en France. Mais c'est vrai que de loin, ils entendent parler de la hausse des actes antisémites et ils nous disent que cela les inquiète. Ils entendent aussi certains responsables politiques qui entretiennent ce sentiment. La semaine dernière, par exemple, Benyamin Netanyahou accuse Emmanuel Macron d'alimenter le feu antisémite en reconnaissant l'État de Palestine, mais ce n'est pas tout. Il dit aussi que cela favorise la haine des Juifs qui, je cite, rôdent désormais dans les rues en France. Dans ce contexte, les demandes d'Alia, c'est-à-dire des départs de la France pour venir habiter en Israël, ont largement augmenté depuis le début de la guerre. 2000 l'an dernier, c'est 50% de plus que l'année précédente. Mais attention, c'est aussi 4 fois moins qu'en 2015 après l'attentat de l'Hypercacher, donc pas d'explosion du nombre de départs sur le long terme. Et puis, il y a l'autre réalité. Certains Français repartent en France après leur alia. Ils nous racontent avoir eu du mal à s'intégrer ou être tout simplement lassés de la guerre. Difficile de savoir combien ils sont, mais l'an dernier, il y a eu plus de départs que d'arrivées en Israël. 82 000 Israéliens ont officiellement quitté le pays. Fabienne Messica, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir sur le fait que c'est évident que la communauté juive en France, elle entend beaucoup de choses et elle est aussi influencée par ce qu'elle entend. Et elle entend peut-être chez des compatriotes. Chez des compatriotes en Israël, elle entend dans le milieu aussi. Dans le milieu, ça prend des proportions importantes. Quand vous avez effectivement un phénomène comme les gamins qui ont été expulsés de l'avion, les autres qui ont été interdits de rentrer dans un centre de loisirs, il y a une accumulation, avec des faits qui sont très proches. Et donc ça donne l'impression d'une contamination. Et ça crée donc une psychose, une peur. Voilà. Ça crée une peur chez les gens. Donc certes, il y a des juifs français qui font leur alia, mais il y a aussi beaucoup d'Israéliens qui quittent Israël et beaucoup d'Israéliens qui souhaitent quitter Israël. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça. Oui, on n'a pas tout développé, mais notamment la guerre en Israël n'est pas facile. Le système de défense sociale. Et je voudrais insister sur notre responsabilité à nous, c'est-à-dire notre responsabilité à nous, c'est effectivement d'abord de refuser tout autour de ces questions de sionisme, anti-sionisme, etc., de refuser tous les amalgames. La notion d'antisionisme. Radar fixe à 1000 mètres. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que l'antisionisme, ça veut dire critiquer la politique israélienne actuellement à Gaza? Il y a des victimes, les gens souffrent, et cette souffrance, tout le monde la connaît, et les enfants aussi dans les écoles, ils savent tout ça, etc. Donc, radar fixe à 500 mètres. C'est ça, bon. Ou est-ce que c'est remettre en cause la légitimité de l'État d'Israël? Ce sont deux choses totalement différentes. Or, aujourd'hui, il est de l'intérêt de ceux qui veulent empêcher toute critique d'Israël que ça soit complètement... Radar fixe à 100 mètres. Ceux qui sont antisémites, que ça soit totalement confondu, parce que l'antisémitisme aujourd'hui, j'aurais terminé là-dessus, s'il y a un lien entre antisémitisme et antisionisme, c'est seulement dans le conspirationnisme, c'est-à-dire quand on considère qu'il y a un pouvoir mondial, sioniste, etc., etc. Pour ça, nous, on attaque ce genre de discours. C'est les discours Dieudonné, Soral, etc.
Et donc ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de sortir de cette confusion, parce que cette confusion, elle nous empêche de mener conjointement deux combats, un combat contre l'antisémitisme et un combat pour les droits des Palestiniens, qui sont des citoyens égaux à tous les autres citoyens. On va y revenir dans la dernière page de cette émission. Je vais revenir sur le terrain diplomatique et je fais réagir Michel Vieux-Lurquet là-dessus. On va juste repartir sur le terrain. Regardez ce sujet de Marion Delpech, parce que vous allez voir que justement cette arme diplomatique d'accuser la France d'antisémitisme, elle date pas d'aujourd'hui, dans les rapports parfois houleux entre la France et l'État d'Israël. Regardez ce reportage et après on demande son avis à Michel Vieux-Lurquet. En appelant à la reconnaissance internationale de l'État palestinien, Emmanuel Macron s'attire les foudres de Benyamin Netanyahou. Le président israélien l'accuse d'alimenter le feu de l'antisémitisme. Des mots exceptionnellement durs, mais ces passes d'armes ne sont pas nouvelles. Jamais les critiques n'ont été aussi violentes et aussi fermes. Netanyahou est coutumier du fait. Quand il est venu en France, il a interpellé, alors qu'il était en France invité officiel, interpellé la communauté juive ou les juifs de France en leur disant vous êtes en but de racisme et venez émigrer en Israël, faites votre alia. Même épisode. Une voie est fermée sur votre itinéraire. Des Palestiniennes Yasser Arafat dans son QG de Ramallah. La réunion provoque l'ire des autorités israéliennes. Le Premier ministre Ariel Sharon dénonce un antisémitisme déchaîné en France et fait une invitation aux juifs français. Si je devais m'adresser à nos frères en France, je leur dirais radar fixe à 500 mètres. Partez en Israël aussi vite que possible. Autre époque, 1980, radar fixe à 300 mètres. Européen le droit à l'autodétermination du peuple palestinien, ce qui lui vaut de nombreuses attaques teintées d'accusations d'antisémitisme. Giscard d'Estaing avait été accusé d'avoir radar fixe à 100 mètres. Socialement marqué, etc. Donc ça a été extrêmement critiqué. Autre incident bien connu, la visite mouvementée de Jacques Chirac à Jérusalem en 96. Les grandes satisfactions données à la communauté juive française lui ont en partie permis d'éviter les accusations d'antisémitisme. Michel Vieux-Lurquet, vous avez entendu ce sujet. Pourquoi ces relations finalement d'amour, haine, en tout cas de grande tension entre deux pays que beaucoup rassemblent, puisque je crois que la France est quoi, au moins la troisième communauté juive dans le monde, je pense. Tout à fait, tout à fait. Depuis que les Juifs ont quitté l'URSS, la Russie. Alors écoutez, il y a plusieurs choses finalement qu'il faut dire. Premièrement, les questions de géopolitique, les questions de règlement de la question palestinienne, c'est une chose. L'existence dangereuse d'un antisémitisme qui se réveille, qui s'exacerbe, ne dépend pas uniquement de la géopolitique et des instrumentalisations dont il a été question, Netanyahou, Trump, ce genre de choses. C'est une chose très très importante. La deuxième chose qu'il faut dire aussi, c'est que dans le passé, ça n'est plus vrai aujourd'hui, mais dans le passé, certaines institutions juives, parmi les plus importantes, ont joué à fond la carte de soutien inconditionnel au gouvernement israélien. Et évidemment, ça pouvait favoriser tout ce qui a été dénoncé, y compris sur ce plateau à l'instant. Troisième remarque, en fait, peut-être la plus simple et la plus importante. L'antisionisme et l'antisémitisme, ça n'est pas la même chose, mais ça peut se chevaucher. Et ça se chevauche quand on s'aperçoit que derrière la critique légitime du gouvernement actuel d'Israël, de sa politique, radar fixe à 500 mètres. Cisjordanie, que quand il y a derrière ça l'idée que, ce qui s'est passé le 7 octobre, on peut le minimiser, radar fixe à 300 mètres. Que finalement, il n'y a pas la place pour un État juif. Ça, c'est de l'antisémitisme. Radar fixe à 500 mètres. Si je vous dis, les mollahs iraniens, c'est un radar fixe à 300 mètres. Personne ne vous dira, il faut supprimer l'État. Radar fixe à 100 mètres. Dès qu'il s'agit d'Israël, et donc des Juifs, en l'occurrence, on a le sentiment que pour certains, il faut détruire
cet État. Et là, par conséquent, on est dans autre chose que dans la critique d'une politique gouvernementale. Et donc, il y a un problème. La différence, Michel Vieux-Lorca, désolé, je vous interromps parce qu'il faut qu'on fasse le rappel de titre. On va continuer le débat après justement le rappel d'actualité avec Jean Dalton. Le gouvernement Bayrou vit-il ces derniers jours? Le Premier ministre a annoncé qu'il allait solliciter un vote de confiance le 8 septembre à l'Assemblée nationale. Vote qui peut entraîner la démission de l'exécutif. Et déjà, les regards se tournent vers les intentions de chaque parti. Le RN et les Verts ont annoncé qu'ils ne donneront pas leur confiance au Premier ministre. Même tonalité pour les Insoumis. On écoute Mathilde Panot. Donc bien évidemment, le 8 septembre, nous qui demandions une session extraordinaire, nous nous réjouissions de cette première victoire de la mobilisation populaire et nous voterons pour faire tomber Bayrou et son gouvernement. Et je crois que nous avons là un appel pour chacun et chacune à continuer de se mobiliser. Dans le Tarn-et-Garonne, une femme de 76 ans aurait été interpellée, présentée à la justice de Montauban. Elle est soupçonnée d'être l'auteur de 13 incendies d'origine criminelle, dont 5 cet été. Elle déclare avoir agi par frustration à l'égard de personnes de la commune de Castelmayran. Elle a été déférée et placée sous contrôle judiciaire jusqu'à demain, date de sa comparution immédiate. 646, c'est le nombre d'actes antisémites recensés en France entre janvier et juin 2025. C'est une baisse de 27,5% par rapport à la même période l'année dernière. Des chiffres, toutefois, supérieurs au-dessus de ceux de 2023, soit avant le 7 octobre. À Gaza, 5 journalistes ont été tués dans des frappes israéliennes sur un hôpital près de Khan Younes. Plusieurs réactions. D'abord celle de Benjamin Netanyahou qui déplore un accident tragique. Emmanuel Macron, lui, dénonce une frappe intolérable. Réaction également de l'ONU qui appelle à protéger les journalistes et les hôpitaux. De son côté, l'armée israélienne a annoncé l'ouverture d'une enquête. Outre-Atlantique, nouvelle déclaration truculente de la part de Donald Trump. Le président des États-Unis affirme que beaucoup d'Américains aimeraient avoir un dictateur. Il a poursuivi en disant, je cite, « Je n'aime pas les dictateurs, je ne suis pas un dictateur, je suis un homme doué de beaucoup de bon sens et intelligent. » Fin de citation. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci Jordan, vous en parliez à l'instant. On continue la discussion sur ce qui se passe sur le terrain du conflit israélo-palestinien. On vient de faire une page à l'instant sur cette question, peut-on critiquer Israël sans être forcément taxé d'antisémitisme? Et on va retourner sur le terrain aussi justement à Gaza, vous en parliez. Gaza où la famine s'installe selon les Nations Unies et nous irons voir justement ces organisations non gouvernementales sur place. Pour en parler toujours avec nous, Christophe Gascard, journaliste international pour France Info. Vous avez été à de très nombreuses reprises sur le terrain au Proche-Orient. Toujours Michel Taubman qui est avec nous, journaliste franco-israélien, spécialiste du Proche-Orient pour la revue Politique Internationale, fondateur du groupe de dialogue judéo-arabe. Shalom, salam. Et nous a rejoint également Ronnie Broman. Bonsoir. Vous êtes médecin et ex-président de Médecins sans frontières. On ira voir justement sur le terrain dans quelques minutes vos collègues de MSF. Tout de suite, on va sur le terrain en images. Regardez quelques images de ce reportage de Juliette Poissonnier et Cyril Théophilos. C'était il y a 2 jours, samedi dernier. Vous allez voir comment la famine s'installe. Des images évidemment toujours bouleversantes. Regardez. La détresse de cette mère de famille à Gazaville. Son fils de 5 mois, Abdelkarim, pèse à peine 3 kilos. Mon fils est devenu très maigre à cause du manque de lait et de nourriture. Hier, pour la première fois au Moyen-Orient, l'ONU a officiellement déclaré l'état de famine dans le gouvernorat de Gaza. Dans 3 km, prendre la sortie 6 pour N83 en direction de Offenbourg-Erstein. On n'a ni à manger ni à boire. On n'est même plus capable de marcher à cause de la faim. Pourquoi est-ce qu'ils nous font ça? Selon l'ONU, plus d'1 million de personnes vivent dans des conditions qualifiées de catastrophiques. C'est le niveau de détresse alimentaire le plus élevé. Il s'agit d'une famine, prévisible et évitable, causée par la cruauté, justifiée par la vengeance, rendue possible par l'indifférence et entretenue par la complicité. Israël est responsable selon l'ONU. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou conteste ces accusations qu'il renvoie à des préjugés antisémites. Il accuse l'IPC, l'outil de référence utilisé par l'ONU. Le rapport est un mensonge éhonté. L'IPC doit mettre fin à son 2 poids 2 mesures contre l'État juif. Ce
Selon les ONG, plus de 40 000 enfants sont en situation de malnutrition sévère dans la bande de Gaza. Ronnie Broman, ces images, vous les avez vécues vous-même en tant que médecin à MSF. Qu'est-ce qu'elles vous évoquent aujourd'hui? Elle m'évoque évidemment une famine, et quand on voit ces enfants décharnés, n'oublions pas qu'aujourd'hui on voit également des adultes décharnés, et ça c'est un signe extrêmement fidèle, extrêmement puissant de famine généralisée. Et la personnalité de l'ONU qui parlait de cette famine a utilisé, je pense, les mots précis et exacts pour qualifier ça. C'est une famine qui était absolument évitable, mais qui a été voulue, ne serait-ce que parce que l'intégralité des terres agricoles de Gaza, on estime 98%. Dans 600 mètres, prendre la sortie 6 pour N83 en direction de Offenburg-Erstein. Non seulement ceux qui poussent, mais également les élevages d'animaux ont été détruits par Israël. On peut quand même raisonnablement se demander en quoi des vaches, des poules et du blé pouvaient représenter une menace à la sécurité d'Israël. Prendre la sortie 6. Destiné à rendre la vie impossible à Gaza, avec le reste des destructions. Par ailleurs, les hôpitaux, les centres de santé, le personnel médical Continuer pendant 3 km. ont été détruits en masse. Ces personnels sont morts en masse. C'est aucun autre conflit n'a vu autant de secouristes, autant de médecins, autant de personnels de l'ONU, autant de journalistes massacrés par l'autre côté. C'est tout ça qui concourt à cette famine. Et aujourd'hui, en plus, la seule façon de venir en aide à ces gens qui souffrent de la famine, c'est un cessez-le-feu et l'entrée des milliers de camions qui attendent chargés de vivres, parce que l'autre scandale, c'est que ces enfants crèvent de faim à quelques centaines de mètres de camions qui sont chargés de vivres. Et on en parlera dans quelques minutes, on a notre reporter justement. Qui ne peuvent pas entrer. Un cessez-le-feu a été proposé par Gaza, par le Qatar et par l'Égypte. Il prévoit évidemment la libération des otages, ce qui est à l'évidence un impératif à la fois humanitaire, politique, tout simplement humain, mais c'est Israël qui le refuse pour mener à bien l'attaque de Gaza à laquelle il est en train de se livrer en ce moment. Donc non seulement on ne prévient aucun risque d'extension de la famine, mais on aggrave les conditions qui la produisent. Juste Michel Taubman, pour faire suite à la discussion qu'on avait juste avant, là on a entendu dans le reportage Benjamin Netanyahu dire que parler de famine, c'est être antisémite. On rejoint la discussion qu'on avait tout à l'heure. C'est impossible de critiquer Israël, la politique du gouvernement de Benjamin Netanyahu sur ce qui se passe en ce moment à Gaza sans être à la frontière, d'être taxé d'antisémite. Écoutez, moi j'ai connu une époque où lorsque l'on parlait du goulag, on était accusé. Dans 600 mètres, utilisez la voie du milieu pour rester sur N83. Ou des massacres commis par la révolution culturelle chinoise, on était accusé de fascistes, et c'est toujours la même méthode, c'est-à-dire accuser, refuser les actes dont on est responsable et accuser. Utilisez la voie du milieu pour rester sur N83. La pire des infamies, puisque pour les Occidentaux, notamment pour les Européens, ça renvoie à la Shoah. Continuez sur N83 pendant 1 kilomètre. Pour revenir à la discussion qu'on avait tout à l'heure, je participe à un mouvement qui n'est ni pro-palestinien ni pro-israélien, mais qui est les deux à la fois. Alors c'est difficile. Dans 600 mètres, tournez à droite vers rue du Colonel Lini. J'entends les autres, je vois les excès des uns et les excès des autres, mais notre ligne à ce groupe qui a été fondé par des Israéliens, juifs et palestiniens, parce que 21% des citoyens d'Israël sont des Arabes, des Arabes israéliens, c'est des Palestiniens, héritiers des Palestiniens restés en 48. Notre but, c'est d'abord la cohésion sociale à l'intérieur d'Israël, la coexistence, et c'est d'arriver à la paix. Et donc, le préalable, c'est évidemment, je suis d'accord avec Ronnie Broman, c'est... Au fond, tournez à droite, panneau vers Zeda Fegersheim Ouest, Zeda Fegersheim Est, puis utilisez la deuxième voie à partir de la gauche pour tourner à gauche vers rue du Colonel Lini. Sur lequel 62% des Israéliens pensent qu'il n'y a pas d'innocents à Gaza. Et 28% des Israéliens pensent qu'il faut éviter de tuer des civils palestiniens. Ce qui est d'ailleurs un changement, c'est-à-dire que l'insensibilité des Israéliens au sort des Palestiniens était immense, incomprise de l'extérieur, et vous l'avez expliqué, c'est le traumatisme
du 7 octobre. Alors on peut dire c'est scandaleux, c'est comme ça, mais c'est comme ça. Hein. Elle est en train de baisser. Aujourd'hui, dans les manifestations à Tel Aviv, on commence à voir des photos d'enfants de Gaza. On a des gens qui ont des flammes. Continuez sur M83 pendant 800 mètres. Aujourd'hui, la mobilisation de la société civile israélienne, qui n'est pas une mobilisation en faveur des Palestiniens, mais qui est d'abord une mobilisation pour la libération des otages, qui sont une plaie extrêmement douloureuse. Et quand vous souffrez, quand vous souffrez dans votre chair, quand vous avez une plaie ouverte, vous ne vous préoccupez pas de l'autre. Dans 500 mètres, prendre à gauche sur rue de l'Industrie. Au fond, tournez à gauche sur rue de l'Industrie. Dans 150 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur rue de l'Industrie. Dans 500 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche, puis vous arriverez à destination. Dans 600 mètres, tournez à gauche vers rue du Colonel Lini. Dans 150 mètres, prendre à droite sur rue du Commerce. Prendre à droite sur rue du Commerce. Vous êtes arrivé.